Bonjour, Enzo Corman. On peut lire dans le programme des enjeux que vous êtes l'auteur d'une trentaine de pièces de théâtre pour la scène musicale. Formulation qui maintient peut-être encore un peu trop d'écart entre parole et musique quand on entend l'effort que vous avez dû faire pour intégrer l'une dans l'autre en créant en 1990 avec Jean-Marc Padovani une équipe jazz poétique, La Grande Ritournelle, qui produit notamment des albums. On va évoquer d'où vient cette appellation de ritournelle, mais aussi de jazz poétique ou de jazz poème. Et je signale que vous dirigez, si j'ai bien compris, encore pour quelques mois, le département des écrivains dramaturges à l'ENSAT à Lyon. Jacques Rebautier, écrivain, poète, compositeur, comédien, metteur en scène et, faudrait-il ajouter, nécessiteux du cumul, explorateur des nécessités du cumul, mais j'ai l'impression aussi contradicteur de l'exploration des nécessités du cumul. Et comme je n'ai pas dit que tu es aussi mathématicien, on devrait peut-être oser pousser la combinatoire jusqu'à dire que tu es aussi scénariste de la contradiction exploratoire des cumuls nécessiteux. Pour le reste, on peut regarder la brochure. Pour repartir de l'intitulé de ces journées sous influence, on pourrait déjà faire dériver l'idée d'influence, l'idée de jouer un jeu qui n'est pas le sien, de se frotter à un art en pratiquant un autre et d'en vouloir un premier qui serait sciemment déstabilisé par le second. Sauf que là, dans un cas comme dans l'autre, Enzo, Jacques, j'ai l'impression que l'opération est peut-être justement moins déviante que nécessiteuse. Enzo Corman, La Grande Ritournelle, c'est un emprunt direct à Deleuze et Guattari. Ça annonce tout de suite que la parole n'a pas besoin d'aller chercher la musique, puisqu'elle est déjà dedans. Ou ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça annonce le désir de ne pas demeurer identique à soi-même. Enfin, voilà, c'est-à-dire de ne pas être adéquate à une qualification qui est donnée une fois pour toutes. Je suis censé être auteur dramatique. J'avoue que, enfin, c'est vraiment une qualification avec laquelle j'ai quelques problèmes. Et naturellement, je n'ai eu de cesse de me déprendre de cette qualification fixe, de cette fixité. Pour justement retrouver, je crois, ce qui fait le sel de ce qu'on appelle le spectacle vivant. Je ne sais pas, donc vivant, ça veut dire peut-être qu'il n'est pas tout à fait mort. Donc s'il n'est pas tout à fait mort, ça veut dire qu'il se met en situation de chercher des choses qu'il n'a pas trouvées par avance ou d'engager des jeux qui ne sont pas joués d'avance. Tout n'est pas joué d'avance. Bon. Si tout n'est pas joué d'avance, ça veut dire qu'il faut continuer de chercher des formes, des agencements, des dispositifs d'énonciation, des protocoles, je ne sais pas, qui ne sont pas encore inventés, ou en tout cas de réinventer, parce qu'on invente toujours un peu l'eau tiède, mais de réinventer des choses à sa manière. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dans mon parcours, l'écrivain, le dramaturge que je suis, a sauté sur l'occasion lorsque il a été invité par des musiciens à se joindre à eux sur scène et à inventer quelque chose. Quoi, je ne le savais pas. Alors, est-ce que ça veut dire que la musique vient résoudre quelque chose du problème que vous avez sous cette étiquette dramatique ? Non, je n'ai aucun problème avec cette étiquette dramatique, mais j'ai un problème avec, disons, ne serait-ce que dans le terme auteur, quoi. Les auteurs, mais on est auteur de quelque chose, hein. On n'est pas auteur dans l'absolu. Bon. Donc, j'avais envie d'être auteur d'un parcours, d'une exploration, d'une aventure, d'un déplacement, je sais pas, une chose comme ça. Bon. Et je n'ai pas du tout envie, y compris de répondre à la question sous-tendue par la qualification, auteur de quoi? De drame, point, barre. Bon. Donc, voilà. Après, la musique, oui, elle existe, mais je dirais, moi, je ne suis pas un musicien. Ce que je regrette, mais bon, enfin, c'est comme ça. Je ne le suis pas, de fait, sans doute par paresse aussi, mais enfin bon, il se trouve que je ne le suis pas. Je ne peux pas prétendre à l'être. Mais la musique, elle est peut-être mentale aussi. Je veux dire, j'ai très vite compris, en travaillant avec des musiciens, qu'il y avait une pulsion qui était sous-jacente à mon écriture, qui l'alimentait,
Et dont je n'avais pas pris conscience, dont je n'ai pris conscience plutôt qu'au moment où je me suis retrouvé avec des musiciens à répéter, à imaginer des choses. J'ai vu qu'il y avait une pulsion rythmique très nette dans ce que j'écrivais, et que j'écrivais vraiment de façon très proche, au point que ça en est devenu troublant à un moment. J'étais très proche au fond d'un saxophone ténor, pris dans un certain beat, dans une certaine pulsion. Et donc là, vous avez commencé à spécifier musicalement la nature de cette pulsion. Voilà, c'est-à-dire lui. D'ailleurs, dire je, c'est un tout petit peu orgueilleux, je veux dire, parce que en fait, mes camarades m'ont beaucoup aidé à faire ce trajet. C'est-à-dire, c'est eux qui m'ont tiré vers la musique. C'est d'ailleurs Guattari qui m'avait, parce que j'étais très inquiet par ça. Je ne savais pas du tout si je serais à la hauteur. Bon. Et c'est Guattari qui m'a dit, mais ton baluchon d'écrivain et d'homme de théâtre, il est si lourd que tu ne puisses pas le mettre sur l'épaule et aller visiter les musiciens. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Et en fait, oui, voilà, c'était une ouverture, c'était un déplacement, une déterritorialisation, si on veut, pour prendre un terme encombrant, qui consistait justement à réinventer, à se donner les moyens, à se mettre en situation de pouvoir réinventer sa propre pratique. Quand je parlais de spécifier musicalement, j'entendais que c'est le jazz, spécifiquement le jazz qui vous fait travailler cette pulsion, que vous entendez reprendre jazz poème, la formule de Charles Mingus, comme une couture. Oui, c'est-à-dire, bon, il se trouve que ce que j'ai trouvé dans le jazz, qui n'est pas la seule musique que j'écoute, par exemple, très loin de là. Mais ce que j'ai trouvé dans le jazz, évidemment, c'est une pratique qui est consubstantielle à cette musique, qui est une pratique d'improvisation. Par conséquent, une pratique d'écoute et d'improvisation in situ, quoi. Avec des protocoles d'improvisation, c'est-à-dire pas une improvisation absolue, mais une improvisation qui participe d'un certain nombre de règles, qu'elles soient harmoniques, rythmiques, etc., ou structurelles, quoi. Et qui me convenaient parfaitement, enfin qui était tout à fait adéquate à une certaine idée que je me faisais de la liberté, mais en même temps d'une certaine contrainte. Par exemple, je suis incapable d'improviser un poème, enfin je suis incapable d'improviser même un propos sur scène avec des musiciens. Il faut que le texte préexiste. Bon. Mais par contre, j'ai besoin d'un maximum de critères de liberté, quoi. Or, le jazz m'offrait ça, quoi. M'offrait les deux. Et puis, je dois dire, des musiciens tellement rompus à l'improvisation qu'ils faisaient preuve d'une écoute, pour un homme de théâtre, abracadabrantesque, quoi. Enfin, c'est-à-dire vraiment une écoute nettement supérieure à la plupart des comédiens, quoi. Hein, une feuille, c'est-à-dire une hypersensibilité à la moindre inflexion, à la moindre accélération, au moindre rallentendo, enfin voilà, quelque chose qui donc susceptible de produire une masse musicale mouvante, renouvelée à chaque séance publique, etc. Et donc véritablement, enfin qui tenait toutes ses promesses par rapport à ce que j'en attendais, quoi. Jacques Rebotier, à la différence d'Enzo, toi tu as la double compétence d'écrire et de composer. Si on repartait de l'idée de Deleuze, selon laquelle le style, c'est arriver à bégayer dans sa propre langue, on pourrait en déduire qu'en étant à la fois poète et compositeur, tu viendrais à mettre des moyens musicaux à disposition de ton écriture poétique ou dramatique. Mais alors, j'ai l'impression que justement, tu t'empêches cette facilité-là en impliquant d'autres voix dans la boucle et, pour ne rien simplifier, de diffracter au moins deux styles, d'écrire pour des interprètes en général et d'écrire pour des interprètes en particulier.
Bégayer, ça me plaît bien, parce que j'ai adoré Gerasim Luka, un grand poète bégayeur qui écrivait dans une autre langue que sa langue natale. Voilà, bon, petite parenthèse. Pour te répondre, comment dire, c'est plus simple que ça, en fait. En fait, je suis jamais arrivé à choisir si je voulais être compositeur ou écrivain, et ça continue, voilà. Et donc, il y a un moment où les choses se sont croisées par un double mouvement, en fait. C'est-à-dire que je me suis intéressé en tant que compositeur à tout l'aspect scénique, parce qu'à l'époque, c'était pas pris en compte du tout, en fait, dans les années 70. Voilà, les gens arrivaient sur le plateau comme ça, pas de lumière, ça déménageait. Enfin, il s'était pas pris en compte du tout, quoi. Voilà. Donc j'ai eu envie de me tourner déjà vers ce qu'on voyait aussi, vers le théâtre, et donc en quelque sorte à mettre en espace et en scène des musiciens. Ensuite, j'ai eu envie de les faire parler, de leur demander de parler plutôt. Voilà, donc d'écrire des partitions qui sont aussi des partitions où la parole est pour un saxophoniste, par exemple, ou pour un violoniste, où la parole est aussi notée musicalement. Donc, oui, parce qu'il parle. Le musicien est mis en situation de jouer son instrument et de parler, soit en même temps, si c'est possible, comme un instrument à cordes, par exemple, ou un clavier, soit alternativement, ou bien parler d'un instrument, justement, on est empêché parce qu'on est dans un saxophone, donc ça passe pas bien, qu'est-ce que ça produit, etc. Voilà, donc ça, c'est le premier mouvement. L'autre mouvement, c'est que dans ce que j'écrivais, il y avait, comme dans tout poème d'ailleurs, puisque un poème... j'étais plutôt dans la poésie, disons. Donc un poème, c'est aussi la prise en compte du son dans le sens. Jusqu'à quel degré voilà, quelquefois jusqu'à un degré extrêmement fort qui détruit le sens. Mais donc j'ai eu envie de prendre ça en compte et jusqu'à aller noter musicalement la parole quotidienne, puisque c'était ça qui m'intéressait. C'est la façon dont parlent les vrais gens. Moi, j'en suis un parmi 8 milliards, je crois. Et donc, je me suis intéressé, comme je vous parle en ce moment, à noter ça, simplement. Voilà. Et à noter ce que j'entendais dans la rue. Et donc, à partir de ça, à inoculer dans des partitions, aussi avec des musiciens, tout ce langage quotidien, en fait, verbal. C'était parti de... Enfin, la première fois que j'ai fait ça, c'était en fait... au théâtre de l'Athénée, où j'ai eu la chance de pouvoir tout d'un coup faire une pièce de théâtre qui s'appelait Réponse à la question précédente, et où j'avais envie de faire, entre autres, un grand chœur, comme ça, fragmentaire, d'une langue qui parle depuis toujours, la langue qu'on entend, et les trois acteurs étaient... Ils travaillaient avec un métronome chaque jour, ils n'étaient pas musiciens, mais on travaillait tous les matins avec un métronome pour noter de façon assez précise pour qu'ils puissent parler en chœur ensemble une parole très quotidienne, voilà, comme je vous parle en ce moment, tout simplement. Voilà, avec des grands silences, et voilà, avec cette idée que j'avais envie de retrouver un chœur antique, mais que je détestais la plupart du temps ce que j'entendais au théâtre en tant que chœur antique. Alors il va et il dit, voilà, je détestais vraiment ça, et j'avais envie de faire un chœur du quotidien où comme les gens se parlent vraiment, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais bon, c'est pas grave. Noter musicalement la parole, tu le fais à différents niveaux. Par exemple, Ouais. ça peut vouloir dire écrire une phrase, donc chaque syllabe est séparée notamment par la hauteur qu'elle prend dans la ligne, comme des Ça notes peut de être juste musique des sur une notations des portée. hauteurs, oui. Sauf oui. qu'il n'y a pas de portée. Et parfois, tu peux ajouter aussi des signes de nuance, des crescendo, des indications de nuance. Oui, en l'occurrence, là, ce que je te dis, ce chœur parlé, quoi, qui est un chœur qui toutes les paroles qu'on prononce, voilà, c'est un chœur qui n'a jamais commencé, qui finit jamais, en fait, voilà, tout ce qu'on entend dans la rue quand on croise les gens, ou tout ce qu'il y a dans sa tête aussi, toutes les paroles qui viennent au jour en tant que pensée, parlée. Voilà. Et donc là, c'était noté. J'avais essayé d'inventer un petit système, enfin bricoler un petit système de notation. C'est dans ce bouquin-là, je crois. Le dos de la C'est langue, dans le dos de la langue, oui, voilà. Gallimard 2001. Ouais. Et donc là, j'arrivais à noter en fait avec des courbes, un peu comme les notations médiévales au IXe siècle, en fait, Des 9e, neumes. 10e, les neumes, exactement, la notation pneumatique, voilà, avec des courbes comme ça, et indiquant les hauteurs. Il y avait un aspect aussi avec des comptes, ce que je vous disais, métronome, donc il y avait une mesure comme ça.
Circuler, il n'y a rien à entendre, ça cause, ça circule. Puisqu'il n'y a rien à entendre, ça peut circuler, ça cause, ça nous cause. Voilà, c'est le début. Hein. Voilà. Et il y avait aussi la prise en compte, donc, par moment, évidemment, de notions de nuance. Il y a, sur la ligne du dessous, j'ai pas mis le mode d'emploi dans le bouquin, donc les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est? Mais voilà, il y a aussi les nuances qui sont indiquées. Et quand je m'adressais à des musiciens, évidemment, qui lisaient la musique, qui avaient la pratique de la notation, ben là, je pouvais me lâcher et vraiment noter tout précisément. Et j'ai même commencé à noter aussi les adresses. Bon, là, je parle un peu à tout le monde, mais je peux te parler à toi ou bien à moi si je réfléchis. Donc, toutes ces adresses-là, j'ai commencé à les noter aussi. Voilà. Dans le but, dans l'objectif plutôt, de faire des chœurs, c'est-à-dire de parler ensemble d'une même voix, mais évidemment, on entendait quand même la différence et la personnalité de chacun. C'est ça qui me fascinait, c'est que quand trois personnes parlent en même temps avec la même partition, les mêmes intonations, la même musique, le même phrasé, les mêmes crescendo, les phrases un peu savonnées comme ça, parce qu'on se parle à soi-même, ou bien au contraire très articulées, parce qu'on commence à être un peu énervé, eh ben, on reconnaît quand même la personnalité de chacun. Je trouve ça génial, voilà, j'adore. Tu ne donnes pas le mode d'emploi, mais tu donnes quand même quelques exemples régulièrement, quelques extraits de la première épître aux Corinthiens de saint Paul. Celui qui parle une langue inconnue s'édifie lui-même. Ou bien, s'il y en a parmi vous qui ait le don des langues, qu'il n'y en ait pas plus de 2 ou 3 qui parlent en une langue inconnue et qu'ils parlent l'un après l'autre. Où est-ce que tu mets la musique dans ce qui animerait un souci d'intelligibilité dans ce qu'on raconte ? Tu peux répéter la question? Alors, je vais la faire avec précéder. intelligibilité pour oui, moi. avec une autre intelligibilité. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et ça j'ai l'impression aussi en lisant Enzo, on va en reparler, que la musique déstabilise le destin, même sémantique, des phrases. Et par conséquent, je me pose la question, quand toute cette citation de saint Paul interfère dans les entrepages du dos de la langue, que cette question de l'intelligibilité des langues serait débrouillée ou bien retroublée par la présence de la musique. Bah, moi, j'ai une expérience personnelle là-dessus. En notant toutes ces paroles que j'entendais dans la rue, dans les cafés, voilà, je me suis aperçu au bout d'un moment, en les notant, que je n'écoutais absolument pas la signification. Donc j'étais vraiment complètement du versant, sur le versant de la montagne, le versant son. J'étais uniquement concentré là-dessus. Et donc, c'est des choses qui nous arrivent à tous. Hein. Si vous écoutez votre gamin de 8 mois, ben, on est assez branché sur le son, et toutes les inflexions. D'ailleurs, c'est étonnant de voir à quel point aussi lui, il capte toutes les inflexions. Et comme tout ça passe par la musique, comme le sens passe par la musique au départ, vraiment, puisqu'on perçoit tout de suite si la mère est vraiment pas contente, ou bien si au contraire... Voilà. Et tout ça se passe un peu aussi comme dans un théâtre qui est la bouche. Voilà, si on parle à un petit bébé, oh, qu'il est mignon, mignon, tout se passe à l'avant-scène, en quelque sorte. Et si au contraire, vraiment, ça va chier, quoi, alors là, tout se met à l'arrière-scène, au lointain de la scène, et voilà. Et donc, c'est un peu comme une scène, la bouche, pour moi aussi. Voilà. Je réponds encore pas à ta question, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me fait une transition pour poser voilà. une autre question à Enzo, à savoir que quand on met la production du texte dans la bouche, enfin, on a toute une littérature apollinaire de Sarah sur la question, on aboutit peut-être à un niveau de considération qui n'est pas exactement le même que quand on écrit sans ce travail de la projection ou cette conscience de la projection. Et c'est particulièrement sensible dans les jazz poèmes. Je lis un extrait. L'existence est absolument matérielle, les œuvres de l'esprit baignées de matière grise, lobes cervicaux si résolument spongieux et toute la sensation tramée de filaments et de glandes, matière matiérée, mots sur peau, danse sur langue, le rythme et la pensée ne sont qu'architecture. J'ai essayé de restituer la parenthèse autour de riz. Mais si on arrive à ce point de matérialisme, c'est parce que justement, on essaye de faire l'épreuve de la profération dans la production du texte. Oui, moi, il y a des expériences assez variées au fond. Je me suis aperçu que, en réalité, pour certains textes, il y avait une, comment on pourrait dire,
une évolution, un glissement du sens. C'est-à-dire qu'entre cette parole prononcée comme ça, adressée, et cette parole prise dans un ensemble sonore constitué avec des timbres différents, etc. Il pouvait y avoir des effets de sens différents, mais qui pouvaient même être de l'ordre de la nuance. Et puis de temps en temps, bien sûr, j'ai fait l'expérience, même très souvent, une expérience beaucoup plus radicale, qui est celle du lâcher-prise, quoi. C'est-à-dire, je rentre complètement dans l'orchestre, si je puis dire, pour reprendre un peu des métaphores spatiales, quoi. C'est comme si j'étais un tout petit peu devant, comme ça, et que je me laisse absorber, si je puis dire, ou que je m'enfonce dans le berceau de l'orchestre, quoi. Et à ce moment-là, il peut y avoir un lâcher-prise total, quoi. C'est-à-dire une confiance dans ce qui se passe là, maintenant, sans présumer de ce que ce sera. Est-ce que ce sera, entre guillemets, intelligible ? Ça, je n'en sais rien, mais ce sera une expérience sensible, partageable. Voilà. Je reste dans cette idée-là, c'est-à-dire on ne joue pas entre nous, on est quand même toujours en train de jouer vers une assistance. Voilà, c'est peut-être la seule chose que je garde en tête. Mais je veux dire qu'au fond, il y a un peu toutes les expériences à ce niveau-là. Jacques ? Oui, moi, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, le rapport au présent de la représentation, voilà, d'être dans le moment. Et c'est vrai, dans tout ce que je vous ai raconté, il y a de l'hyper-contrôle, en quelque sorte, d'essayer de cerner vraiment avec un microscope toutes les moindres inflexions de la parole, mais l'extrême de l'autre côté m'intéresse énormément aussi, c'est-à-dire vraiment être dans la perte totale du contrôle. On parle de répétition au théâtre, on répète un truc, on répète, et le jour de la représentation, on essaie de se mettre dans le présent de la représentation, mais c'est un peu bizarre ce mot de répétition, franchement. C'est pas très juste. On ne répète pas, c'est pas vrai dans les répétitions. C'est pas juste. On répète le texte peut-être pour le mémoriser, mais en fait on cherche et on trouve des choses. Et donc cet écart, comment dire, c'est passionnant, quoi, ce lâcher-prise que nécessite le moment présent, qu'on peut trouver dans l'impro, que les musiciens de jazz et les musiciens improvisateurs trouvent dans l'impro, est vraiment à l'opposé total de la musique, et notamment de la musique contemporaine des années 70, voilà, boulésienne, etc., où au contraire, on essaie de tout contrôler. Je pense à Fernéou, par exemple, où il y a un hyper-contrôle de tout ce qui est noté, au point même d'être injouable. Voilà, de mettre le musicien dans une situation ça devient injouable. un impossible. Que ça devienne impossible, voilà. Et donc cet écart, c'est vrai que personnellement, j'adore passer de l'un à l'autre. Avoir des îles de sens et de sons hyper structurées, et ça paraît magique que 3 personnes parlent tout d'un coup exactement en même temps avec les mêmes intonations et que pourtant la personnalité de chacun apparaisse. Et à d'autres moments, ça se défait et puis on est au contraire dans qu'est-ce qu'on fait maintenant. Voilà. Et on trouve forcément quelque chose. Et j'adore l'écart en fait entre les deux. Ce qui nous offre, pardon, juste pour rebondir là-dessus, c'est cette sensation aussi dans l'improvisation, en tout cas dans l'improvisation interprétative ou dans le phrasé, c'est cette impression d'être au plus que présent, quoi. C'est-à-dire de conjuguer quelque chose au plus que présent, d'être sur une crête, là, comme ça. Et ça, alors là, pour le coup, voilà ce que ça m'a apporté. C'est-à-dire quelque chose qui, justement, échappait à la dictature de la répétition, et se faisait obligation d'inventer quelque chose spontanément à l'instant même de la séance, quoi. Et ce qui est une chose qu'on a un peu perdue au théâtre. Alors ça m'amuse un peu d'être ici, parce que c'est vrai que je disais à David ou à Enzo qu'un de mes maîtres, quand j'étais au conservatoire, c'était Adam de la Halle, qui était compositeur. Voilà, c'était un de mes maîtres. Voilà. Et poète. Pardon, mais et j'avais lu un livre de Machabais, qui s'appelle un livre très universitaire, voilà. Adam de la Halle, compositeur, voilà. Et il laissait complètement de côté tout ce qui était poétique. Alors que si vous changez de rayon et vous allez dans un autre rayonnage, vous prenez Adam de la Halle, poète,
Et souvent, dans l'étude, la musique n'est pas du tout prise en compte. Enfin, à l'époque, en tout cas. Et alors, c'est complètement schizophrénique, quoi. Alors que lui, il était poète, musicien, auteur, compositeur, on pouvait dire, 1276. Donc, j'ai eu vraiment envie de mettre en scène, d'ailleurs, la première pièce de théâtre profane qu'on connaisse, c'est-à-dire le jeu de la feuillée, qui est absolument hallucinante de poésie et de comment dire, je ne sais pas dire le mot surréaliste, parce que c'est un petit peu idiot, mais de Fantaisie, coq à l'âne, Fantaisie, de fatrasie, on pourrait dire, puisque c'était le maître de l'époque, un des maîtres de la fatrasie, des fatras. Voilà. La pièce était faite pour les fatrasies d'Arras, pour les jeux, le mot m'échappe, les jeux, les rencontres, quelqu'un sait dans la salle, non? Les puits, merci. Personne ne me l'a dit, mais merci. Les puits, qui étaient des rencontres poético-musicales, puisqu'il y avait beaucoup de formes au XIIIe siècle, beaucoup de formes, voilà, des formes. Ça s'est très vite figé en quelques formes à l'époque classique, le sonnet, etc. Voilà, des vers. Mais il y avait des formes vraiment très, très variées et très plurielles. Et ils faisaient des concours de poésie. Et ces concours étaient improvisés. Ils improvisaient aussi le texte, quoi. Tu vois, le texte et la musique en même temps. Donc, ils faisaient des concours, c'était ça. Adam de la Halle était un des maîtres. Mais des joutes, oui, oui. Et c'est vrai que moi, j'ai eu envie de retrouver des choses comme ça, y compris dans le risque du présent dont on parlait. Bah, j'ai eu envie de retrouver ça dans la parole aussi, quoi, de l'impro, tu vois. Bah oui, c'est casse-gueule, je sais bien. C'est casse-gueule parce qu'on a ça, voilà, on peaufine son poème et on veut l'éditer quand il est mûr. Quelquefois, ça prend 10 ans et voilà, je peux me reconnaître complètement. Mais en même temps, le lâcher prise, c'est accepter d'être aussi mauvais parfois, d'être mauvais. Voilà. Et donc, c'est intéressant aussi, je trouve ça. Voilà. Quels sont les critères de réussite? Alors, on va écouter un enregistrement, Enzo Corman, de votre... je ne vais pas dire prose, du coup. Je ne vais pas dire prose, du coup. de votre parole en musique. Non, de toute façon, là, il y a un point essentiel d'ailleurs dans ce qu'on est en train de... c'est-à-dire, il n'y a pas de texte. D'ailleurs, au théâtre, il n'y a pas de texte. On parle abusivement de texte en permanence, mais il n'y a pas de texte au théâtre, il n'y a que de la parole. Aussi, de temps en temps, il y a des textes. De temps en temps, on projette des textes, on voit des textes, mais c'est très rare, c'est des inscriptions rares, quoi. Bon. Le texte, il est inscrit dans un effacement, c'est-à-dire qu'il a existé un moment en tant que texte, mais il y a un moment où une opération qui fait qu'il va devoir disparaître en tant que tel, quoi. Et il devient de la parole. Donc, enfin, voilà, c'était pour réagir à prose. Est-ce que vous voulez nous dire ce qu'on va entendre? Oui, alors je ne savais pas quoi amener. C'est-à-dire que tout ce qui est enregistrement, album, etc., forcément est un peu en contradiction avec ce qu'on est en train de raconter, puisque ce sont des images figées, quoi. Je me rends compte d'ailleurs à réécouter des choses que ce sont comme des propositions un peu moyennes, enfin c'est un peu indiciel. Bon, alors je ne savais pas quoi, donc j'ai proposé le début du dernier album qu'on a enregistré, tout simplement. Voilà. Pardon, qui s'intitule Film noir et qui est sur l'univers du film noir. Bouffer le THC dans le sang des histoires. Dans le sens de l'histoire. Roman noir pour salles obscures. Sombres affaires de dames et d'âmes damnées. Un flic avance sa tête dans le noir. Prenez des notes, les mecs. Viande éclose, camaille chair. Tango valdingue, dérouillé, bête à deux dos. Ça gêne, ça craint. Ça crie oui ou non. Ça gémit en dedans.
berline revient par le côté gauche du cadre. Back side, back guys, back trick. 4 faux tireurs embusqués, 4 faux plans de coupe. C'est l'histoire d'un chef. Et c'est l'histoire d'une chatte. La chatte joue la matrone et le chef pose le sphinx. Coup de foudre, coup de griffe. Coup de feu. Ça chauffe au rayon vitrine. Les années à venir vont être formidables. Il n'y aura pas d'année à venir pour toi. Pas une seule. L'argent par les fenêtres, les gens par pertes et profits. L'inspecteur est à cran, la loi aux abonnés absents. Femme létale, arme fatale, baiser contondant toute langue dehors, langue des mâles, femme d'étale, à bouche m'en veux-tu, alanguie décousue. Tu es aussi romantique qu'une paire de menottes, tu ne dis jamais de choses gentilles. Femme métal, à l'arme blanche, l'âme qui luit dans l'oreille de lumière, basse tension. La boutonnière cède ou saigne, dans tous les cas, le métier qui veut ça. Avez-vous jamais vu une chose pareille? Ça cogne, ça désingue, ça entourloupe, ça désire, ça dégouline de fric et ça ne veut plus mourir. Des mères en noir, des pères en noir et blanc, enterrement de faux frères sous le regard des flics. Tu peux rentrer chez toi, garde ton nez propre et ne quitte pas la ville. Photographiez cette femme, son regard en dit non. Laissez-moi ton bien raide, la vapeur des haleines, tapez du pied sur le siège, faites-vous une fleur, mourrez. Ah, sur les manettes, les grues, les machines à fumer, faux brouillard, faux crachin pour fausses pistes en nuit américaine. Tu sais que tu ne crois pas, mais tu crois que tu sais. Sauf qu'il n'y a comme toujours rien à savoir et tout à croire. Il faut réfléchir. Réfléchissons. Une femme est 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 une femme. Le film te montre ce qu'il y a à voir et décide pour toi ce qu'il convient de croire. Dieu inventa la femme pour qu'il fût inventé le cinéma. Elle était par terre, comme elle est là. Je passais, je l'ai vu coucher dans le fossé, comme elle est là. Je ne l'ai pas touchée, j'ai juste jeté mon manteau sur elle pour la recouvrir. Maintenant, il est plein de sang et je crois bien qu'il est fichu. Enzo Corman, vous disiez il y a exactement un an, fin janvier 2018, à l'université de Montpellier, à l'occasion d'un colloque organisé avec la Maison des écrivains, vous citiez Jacques Kerouac qui disait vouloir être considéré comme un poète de jazz et qui écrivait « Je prends 242 chorus, mes idées varient et parfois roulent de chorus en chorus ou d'un milieu d'un chorus jusqu'au milieu du chorus suivant ». Et vous dites par ailleurs dans cette intervention, on écrit binaire, on lit ternaire, ce qui veut dire qu'on est à contretemps une fois sur trois. Alors là, je suis en terrain piégé, donc je vais faire très gaffe à ce que je raconte. Non, ce que je veux dire, c'est que, bon, ben, oui, il y a du phrasé. Hein. Chez Kerouac, disons que
Le jazz lui a vraiment permis de penser, de réfléchir sur sa poésie, sur sa prose romanesque. Mais ses expériences, lui, avec des musiciens, ont été décevantes, en fait. Vraiment, bon, il a travaillé avec un certain nombre de gens qui lui faisaient la pompe, enfin, derrière, quoi, voilà. Et puis, bon, et il scatait un peu comme ça. Bon, d'ailleurs, de façon assez à droite, enfin, voilà. Manifestement le sens du rythme, et il aimait ça, quoi, en tout cas. Mais j'ai beaucoup travaillé sur la prose et la poésie de Kerouac. On a fait 4 spectacles dessus. Je me suis bien excité là-dessus. Ouais, c'était très, très intéressant. Bon, sinon, oui, on écrit binaire, on parle ternaire. Oui, c'est-à-dire que deux croches dans une noire, mais est-ce que c'est vraiment à valeur 50-50, ou est-ce qu'il y en a une qui pèse un peu plus que l'autre? À partir du moment où il y a une des deux croches qui pèse un peu plus que l'autre, voilà, on est parti dans quelque chose. Il y a déjà de la polyrythmie. Jacques Rebottier, est-ce qu'il y a vraiment que le jazz qui puisse faire rouler la parole? Non, toutes les musiques, je pense. Oui, 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 oui. Moi, mon ambiance, c'était plutôt ambiance musique contemporaine. Voilà, donc. Mais non, je pense que toutes les musiques ont de la parole à l'intérieur, oui. Mais vous prenez la parole de l'autre, c'est-à-dire la parole qu'on entend dans le bus. Ça c'est quand même une grosse différence entre ce qu'on vient d'entendre et, par exemple, ce que vous allez nous dire. Oui. Est-ce que ça veut dire faire rerouler la parole générale, la parole commune? Non, mais je fais aussi des choses qui sont écrites personnellement, quoi. D'autres qui sont vraiment une espèce de tentative de restitution du langage qui est parlé par tout le monde à la même seconde, ou bien au contraire sur des siècles, ou bien, voilà, si tu fais allusion, j'ai écrit des petits théâtres impossibles à monter, par exemple, des didascalies, vraiment c'est impossible à monter, par exemple. Il y en a un, c'est vous mettez un petit capteur sur un bébé à la naissance, et puis vous suivez jusqu'à la mort tout ce qu'il dit, et c'est ça la pièce de théâtre. Ou bien tout ce qu'il pense, on va y arriver aussi, c'est ça la pièce de théâtre. Ou bien vous prenez un instant T, tous les mots, ou le mot, ou le son qui est prononcé par les 8 milliards de bouches qui veulent bien consentir à parler à cet instant T. C'est ça la pièce de théâtre. Ouais, c'est des théâtres impossibles. Donc des trucs limites, quoi. Qui a inspiré les enceintes connectées. Sûrement. Vous parlez beaucoup de musique dans le dos de la langue, mais aussi dans le théâtre des questions. Je me suis dit que Jacques Rebottier devait être l'auteur le plus facile à interviewer au monde, parce qu'il suffisait de piocher des questions dans le théâtre des questions que tu alimentes depuis plusieurs années. Et tu as entendu un soir d'avril 2006 sur France Inter Johnny Mitchell parler d'accords-questions, et à son écoute, tu as écrit « Quand la musique est question », irrésolu, c'est-à-dire sans solution, c'est-à-dire insoluble, c'est à dire, et c'est pourquoi il faut le dire, question et mouvement, question et musique, non soluble dans l'esprit, air dans un air, sans solution, de discontinuité, à suivre si vous voulez. C'est donc à cause de la musique qu'il n'y a pas de différence entre question et réponse. Ça, là, tu fais allusion à une espèce de théâtre impossible aussi, que c'est vrai que je mène depuis 30 ans. Je ne suis pas seul à mener, justement. C'est l'idée de ramasser des questions, de lutter, si vous voulez, contre le DMI, qui, comme vous le savez certainement, est le déficit mondial interrogatif. Et donc, j'essaie de contrebalancer avec tous les amis qui voudront bien. Voilà, c'est une bouteille jetée à la mer depuis 35 ans. Pour lutter contre ce déficit, alors en ramassant des questions partout. Voilà. Donc il y a des épisodes, chaque épisode peut être mené par une personne de son choix, dans n'importe où au monde ou sur Internet, voilà, et c'est ce qui se fait. Et donc moi je rassemble ces différents épisodes. Ça peut être d'ailleurs des contributeurs involontaires comme quoi vous ici, Seigneur, de Racine ou Corneille. Donc par exemple je prends dans Andromaque toutes les questions et on les met ensemble, ça fait un texte. Voilà, c'est des trucs comme ça. Là c'est John Mitchell, c'était bien aussi, oui, voilà. Le dernier contributeur, je ne sais plus qui c'est, oui, enfin voilà. Bon, donc, c'est effectivement, on peut dire c'est de la musique, au sens où ce sont. C'est créateur de structures, ça crée des structures souples et en mouvement perpétuel. Voilà.
On a pas mal varié du coup l'intitulé de la journée, phraser l'espace en éprouver le présent, mais aussi parler vers, puisque ça implique une direction. Est-ce que tu veux nous adresser donc la litanie de la vie? J'ai rien compris. Ah oui, litanie de la vie, j'ai rien compris. C'est une litanie, alors celle-là, elle est notée très musicalement, voilà. Donc c'est une vraie partition de chez Vrai. C'est où ça? C'est dans Litanique. Comme ça sera vu de loin, vous ne pourrez pas vérifier si ce que je fais est juste ou pas. Donc voilà, c'est noté comme ça, vraiment partition, partition. Avec toujours l'idée que ça se fait à 2 ou 3 maximum pour être vraiment calé. Donc je vais essayer de me diviser en 2 ou 3 et de vous le faire. Je ne sais pas si ça va marcher. Et notez aussi donc les adresses au public quand on revient sur soi. Enfin, la vie, c'est comme quand on ne comprend rien. D'abord, on ne comprend rien. Ensuite, on ne comprend rien. La vie, j'y comprends rien. La mort, j'y comprends rien. L'amour, j'y comprends rien. Quand est-ce que tu as commencé à y comprendre rien? À rien y comprendre tout de suite. Tout de suite, dès que j'étais toute petite. Tout de suite, là, maintenant. Dès que j'y comprends rien, je suis toute petite. Je suis première en toute petite. Moi aussi petit, tout petit. Petite, toute petite. D'abord, j'ai voulu faire compteur, compter, faire le compte des choses, les regarder, les toucher, les prendre. Vous prendrez bien quelque chose? Moi aussi. Tout de suite, j'ai plus rien pu, voyez-vous, j'ai plus rien que tourner après les choses, autour des choses. Avec mes pensées, je faisais le tour des choses. Comprenez-vous? C'est la vie, moi aussi. Je les tournais, je les retournais, je les détournais, je les contournais, je les chantournais, je les bistournais, je leur marchais dessus, comme ça. Comme ça. 7 fois, j'ai tourné les choses après leur langue, dans le sens de mes sens, de leur sens opposé, sans jamais rien comprendre de ce qui pouvait m'arriver. Ce sera tout? Ce sera tout? Tournez-vous donc pendant que je me cause. Je passais mon temps le plus clair dans les rues de mon temps à chercher, à rechercher. Comment on pouvait... Déjà hier, je vous ai rencontré. Non, c'est pas ça. À rechercher le sens des causes, le sens de mes causes, de mes très grandes causes. À tourner autour des choses avec mes pensées sans voir que je me faisais tourner autour avec la pensée des autres. C'est tout moi, ça. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas ça. Fini par plus arriver à voir les choses. À venir voir les choses de près. Voyez-vous, moi aussi, pareil. À même plus voir qu'elles existaient. C'est tout, c'est vrai. Jamais je me suis dit avec mes pensées que plus jamais je me suis pas regardé. Comprenez-vous? Rien du tout. C'est pas tout, c'est ça. C'est la vie, c'est tout. C'est-à-dire, c'est rien, c'est rien. Il ne lui reste plus grand-chose. Il ne lui reste plus grand-chose à attendre. Il ne lui reste plus grand-chose à attendre de la vie. Il ne lui reste plus grand-chose à attendre de la vie générale. De la vie
en général. Peut-être une toute dernière question, très rapide, me fait signe Sylvie. La question de la musique à l'échelle de l'organisation d'un livre, parce qu'on a beaucoup parlé du phrasé, donc à l'échelle de la phrase, j'ai l'impression qu'on reconnaît quand même vos livres aussi à votre proximité à la musique, dans la façon de chalouper le chapitre, je sais pas. Ben, si ça ne tenait qu'à moi, ce serait plus visible. Mais bon. Enfin, c'est bon, voilà. Quand on publie un livre, on est toujours deux. Hein. Jacques? Je peux dire que Gallimard me hait, parce que c'est vrai que c'est très chiant, quoi. C'est vrai. Pour l'éditeur, pas pour le lecteur, il faut. Non, pour le correcteur, oui. Ah oui, pour le correcteur aussi. Ah oui, j'ai 3 allers-retours à l'époque pour ça, avec des pages complètement blanches, ou bien au contraire, il faut se battre, quoi, c'est vrai. Ou bien, oui, enfin voilà, c'est dur. Mais bon, il y a plein d'éditeurs qui font des choses magnifiques, qui ont envie d'expériences aussi un peu bizarres. Donc le plus on peut, dans mon cas personnel, comme celui d'Enzo, hein, j'imagine, le plus on peut intervenir sur l'objet livre lui-même, qui va être donné comme un objet à regarder, à manipuler, à être touché, et ben le mieux c'est, parce que on peut infuser entre les pages, entre les lignes même, on peut dire, entre les interlignes même, si on veut, on peut essayer d'inoculer une façon de voir et de penser, justement qu'il faut penser entre les lignes et qu'il faut que les choses doivent être croisées pour restituer un tout petit peu de cette pensée multiple qui est contradictoire, qui nous habite tous en fait. Voilà. Bref, phraser l'espace. Merci beaucoup.